Merci à tous et puis bonjour à tous les sachants sont là, merveilleux. Donc en prérequis, je voudrais dire que mes propositions sont centrées sur la personne. Et la personne qui est une personne adulte, qu'elle soit fragilisée, qu'elle soit senior, c'est une personne adulte. Il ne faut pas l'oublier. Deuxièmement, conjuguer, j'oserais dire, l'excellence, notre excellence médicale et aussi notre incomparable capacité d'innovation. Et donc, mes propositions vont aller naturellement dans l'apport des nouvelles technologies à la santé. Ma première proposition serait de se mobiliser pour qu'il y ait un plan quinquennal ou triennal, un plan Marshall qui serait en HL2, en haute sécurité santé, qui permettrait véritablement à faire en sorte qu'on puisse répondre à la question angoissante partout, dans n'importe quel endroit, même les plus isolés, même dans la Creuse, qu'on puisse répondre à la question angoissante, mais qu'est-ce que j'ai? Mais avec, naturellement, une prise en charge valable et adéquate d'ailleurs. Donc, répondre à la question en moins de 20 minutes à qu'est-ce que j'ai? Deuxièmement, mon cher confrère, mon cher collègue, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Okay, vous voyez tout de suite l'apport des nouvelles technologies. Troisièmement, faire en sorte qu'on puisse rester chez soi le plus longtemps possible dans les meilleures conditions. Je dirais, je mets un hiatus dans mon lieu de vie, parce que vous allez avoir des gens qui veulent rester chez eux, d'autres qui vont vouloir aller dans des maisons foyers, etc. Donc dans mon lieu de vie. Donc ça, c'est une première proposition, c'est-à-dire faire un grand chantier présidentiel avec une force qui serait la FIAT, une force d'intervention et d'action pour le déploiement de la télésanté, c'est-à-dire, en clair, on prend la carte de France, il y a 192 zones en danger, d'après le Conseil national de l'ordre des médecins, 11 000 communes, et vraiment, en région par région, parce qu'il faut tout ramener quand même au territorial. C'est très important, parce qu'il y a des microclimats, on ne peut pas adapter des actions communes à chacun. On est quand même, c'est du travail à la petite cuillère. C'est ça qui est assez d'ailleurs compliqué dans nos métiers. Donc ça, c'est ça. Après, j'oserais dire, dans les personnes, il ne faut surtout pas oublier les aidants. Et là, j'avais lancé il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, la RTTH, c'était la réduction du temps de travail dédié à l'humanitaire. Présidente Télémédecine sans frontières, j'avais besoin que dans l'entreprise, on m'envoie des gens, qu'on leur paye leur voyage et que je les ai sous la main pendant 2-3 semaines. Ça a marché très bien. Les gens ont un cœur gros comme ça. Donc ils venaient dans ma région de Tambacounda, ils venaient et on débrouillait. Et là, je me suis dit, en discutant avec ma copine Claudie Culat de la Compagnie des aidants, je lui ai dit, nom d'un chien, il faut du répit pour les aidants, il faut du répit pour les auxiliaires de vie, il faut du répit pour les infirmières, et donc, pourquoi, de la même façon qu'on a mis en place dans les entreprises où on se refile des RTT, monter au niveau national une bourse de RTTA, de la réduction du temps de travail dédié aux aidants. Troisième proposition, donc je vous le répète, RTTA, réduction de temps de travail dédié aux aidants. Il n'y a pas de problème pour, je dirais, faire cela au niveau national. On le fait dans les entreprises, on peut élargir. Après, on peut le faire au niveau de... Enfin, naturel. Je parviendrai là-dessus, on a très peu de temps. Troisièmement, je parlerai de formation. Parce que c'est bien beau tous ces petits objets, sont que des outils. La télémédecine utilise des outils. Ce sont les capteurs qui permettent de prendre tous les paramètres médico-vitaux. Mais si on n'explique pas aux gens comment ça marche, ça va rester dans les placards et on va dire que la télémédecine, ça ne marche pas. Donc, formation. Donc, on a lancé l'Institut de télémédecine, entre autres, qu'on est en train de structurer, et avec d'autres, on va se mettre tous ensemble, c'est bien important, pour arriver à ce qu'il y ait, à déterminer les tâches des auxiliaires de vie, des aidants, pour que par rapport à ce référentiel, on puisse mettre de la certification de compétences qui sera estampillée en haute sécurité santé, qui va répondre à la troisième dimension du développement durable. Pourquoi je
troisième dimension du développement durable? C'est parce que derrière, dans le développement durable, il y a des lignes budgétaires un peu joufflues, que ce soit l'Europe, à la région. Moi, j'ai été maire adjoint d'une collectivité, il y avait des lignes budgétaires développement durable. Cette ligne budgétaire développement durable, ça ne doit pas servir qu'à peindre les volets en vert. Ça peut servir aussi au social, au sociétal. Dans la troisième dimension du développement durable, vous connaissez tout ça, économique, environnement, où vous avez justement les déchets, l'eau, etc. Vous avez la troisième dimension du développement durable, qui est santé, solidarité, vous voyez à quel point c'est important, et sécurité. Donc, amener dans le système des certifications de compétences en HS2, ce qui veut dire qu'on va pouvoir financer plus, par exemple, nos auxiliaires de vie. Donc, elles vont avoir un beau diplôme certifié par un certificateur officiel qu'elles vont mettre dans la salle à manger. La réunionnaise qui s'occupe de ma sœur Parkinson dans la Creuse, elle ne va plus me dire je suis rien, elle va pouvoir mettre son diplôme dans la salle à manger et dire à son frère, regarde, moi j'ai un diplôme. Et du coup, on va pouvoir la financer plus.